L'argent, c'est très tabou en France. On a toujours beaucoup de problèmes à dire combien on gagne, ce qu'on fait avec notre argent, c'est effectivement très tabou et surtout, il y a un gros manque d'éducation financière en France. On est l'un des pays qui épargne le plus, mais qui épargne aussi le moins bien. Le banquier, il a pas un rôle de conseiller, le banquier, il a un rôle de commercial. Est-ce que tu peux le Monsieur répéter, mais plus fort comme ça on l'entend vraiment bien? Non, parce que je le dis assez souvent à mes clients, désolé de tout couper, mais ça, il faut vraiment bien le dire. Totalement. À mon sens, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un levier patrimonial qu'on va pouvoir venir actionner. Après, je préfère le dire tout de suite, ce n'est absolument pas fait pour tout le monde. Je suis convaincue par l'investissement immobilier et puis je pense qu'aujourd'hui, si on a la possibilité de s'endetter auprès de la banque et de faire des crédits immobiliers, il faut le faire. Moi, la première, si je pouvais faire des crédits sur 100 ans, sur 50 ans, je le ferais. Salut à tous, soyez les bienvenus dans notre tout nouvel épisode de notre podcast Investir autrement. Vous savez déjà, ici on parle entrepreneuriat, business, finance et investissement. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Lisa, la représentante de son cabinet Camélis Conseil. Salut Lisa, Salut Marcos, comment tu vas? ça va très bien, merci et toi? Bah écoute, super, merci d'avoir accepté notre invitation. Ravie d'être présente. Bah écoute, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, j'aimerais que tu puisses te présenter de manière très rapide, en lui disant ce que tu fais, d'accord? Et où est-ce que tu travailles finalement, dans quel cabinet? Qu'est-ce que le cabinet fait aujourd'hui, pour vos clients? OK. Alors pour faire très simple, je suis, consultante en gestion de patrimoine. J'exerce en libéral, donc j'ai monté, mon cabinet à la suite de mes études, il y a maintenant, 1 an, juste après, l'obtention de, mon master en gestion de patrimoine. J'exerce principalement à mon domicile. OK. Je fais, énormément de, visio avec, mes clients. Bien sûr, au besoin, je me déplace, mais je travaille principalement de chez moi et sur à peu près, toute la France. Je couvre toute la France, j'ai notamment des clients, dans le sud de la France, sur Marseille et également dans les DOM-TOM. OK. Pour faire, très simple, le métier, de conseiller en gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine fait? Un conseiller en gestion de patrimoine, il va proposer une ou plusieurs solutions en fonction de la situation, des besoins et des objectifs des clients. Ça peut être des solutions, qui sont financières, immobilières, des solutions d'optimisation, fiscale. En fait, je vais réaliser ce qu'on appelle un diagnostic complet de la situation, de mon client. Je vais chercher à comprendre sa situation, patrimoniale, sa situation, personnelle, sa situation professionnelle et en fonction de tous ces éléments-là, je vais, aller, chercher des solutions sur l'ensemble, du marché et puis je vais sélectionner là où les solutions qui sont, les plus cohérentes. Je vais, bien sûr lui présenter ces solutions avec, énormément de pédagogie que j'adapte bien évidemment en fonction du client. Quand on a des personnes, qui sont très néophytes dans le domaine de l'investissement, forcément on axe encore plus, sur la pédagogie et sur l'éducation financière. En revanche, quand c'est quelqu'un d'expérimenté, il y a certaines choses où on rentre un petit peu moins dans le détail puisque, il y connaît déjà tout ça. On met ensuite les solutions en place et puis le plus important, c'est vraiment le suivi qu'on va faire sur le long terme. J'accompagne vraiment mes clients, sur la durée et je pense que c'est, très important. Super, en tout cas, c'était une présentation très précise, mais je pense que parmi nos auditeurs ou téléspectateurs, je pense que c'est comme ça qu'on dit, il y aura quand même des gens qui se diront: «Bon, elle m'a expliqué tout ça, mais dans la vie de tous les jours, pour madame, monsieur, tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La gestion de patrimoine?» Alors, on utilise le mot, gestion de patrimoine, mais en réalité, ça s'étend à la création, la gestion et la transmission. Mon rôle premier, c'est déjà d'accompagner les personnes à créer du patrimoine. Globalement, c'est le cas, pour la plupart des jeunes actifs qui viennent me voir, des personnes qui ont généralement moins de 35 ans, qui n'ont pas encore acheté leur résidence principale et là, l'idée, c'est déjà de faire une étude de budget et de comprendre comment ils fonctionnent avec leur argent et effectivement, ensuite, on a la partie gestion de patrimoine. Là, c'est quand on a déjà un peu plus de patrimoine, qu'il y a des choses, à gérer et puis il y a la partie transmission de patrimoine. Voilà, ça se prépare le plus tôt possible. On a des fois, une maison, un peu d'argent de côté, on a des enfants. Concrètement, combien est-ce que les enfants vont payer en termes de fiscalité le jour où je serai, plus là?
Tout ça, c'est des choses qui se préparent. Mais effectivement, on utilise le terme de gestion de patrimoine alors qu'en réalité, ça s'étend à la création et à la transmission également. OK, du coup, on voit que ça démarre, vraiment, aujourd'hui, je peux arriver du coup, chez toi et te dire, «Bah, écoute, Lisa, je gagne, je sais pas, en moyenne ici chez nous en France, on est à peu près, bon, c'est la médiane, on est à 2 500, Mmh. je gagne 2 500, je paye tant de loyer» et à partir de ce moment-là, toi, tu arrives du coup à déjà à nous faire des petites propositions par rapport au profil du client, Tout à fait, savoir sur quels actifs il peut peut-être, se positionner. tout à fait. Du coup, là, tu parlais du coup, tu as parlé d'immobilier, Oui, tu as parlé du coup là, le mot il m'échappe. fiscalité? La fiscalité, Oui, voilà, justement qui est très, très, très important, mmh, notamment, quand on pense à plus tard, hein, à laisser quelque chose à nos enfants et on sait que ça peut même coûter un peu cher. totalement. Mais du coup, ce qui m'emmène à te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même se permettre de gérer son patrimoine seul? Alors, on peut gérer son patrimoine seul. Je suis pas là pour dire qu'il faut absolument aller voir un conseiller, en gestion de patrimoine si on n'en a pas envie. Par contre, effectivement, le gros problème en gérant son patrimoine seul, c'est que d'une part, on n'a pas accès à toutes les connaissances. Effectivement, on voit beaucoup de choses, sur internet et sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est à prendre, avec des pincettes. Tout n'est pas forcément, juste. On peut gérer en réalité son patrimoine tout seul, mais on va pas avoir accès à toutes les connaissances et non plus à toutes les solutions, qu'il y a sur, le marché. Il y a des solutions auxquelles on aura accès qu'en passant par un expert du domaine. Je fais de la gestion privée, c'est important de le rappeler, je fais vraiment de la gestion privée et je vois régulièrement, des clients, notamment des jeunes, qui ont vraiment cette volonté d'investir, d'épargner, de faire des choses, de préparer leur futur, mais qui ne prennent absolument pas en compte la vision long terme. Ils ont 25 ans, ils ont envie d'investir, dans des cryptoactifs, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est assez, répandu, surtout, dans notre génération. Mais on ne prend pas du tout en compte l'impact sur le long terme. On ne prend pas en compte, non plus la constitution d'un matelas de sécurité qui est, juste primordial avant de faire n'importe quel investissement. Quand on fait de l'immobilier, je rebondis, sur ce que tu disais, tout à l'heure avec l'immobilier. Quand on fait de l'immobilier, je vois régulièrement des clients, qui adorent l'immobilier, qui ont envie d'investir dans l'immobilier et qui du coup achètent des biens, à titre personnel en étant accompagnés, par des agences immobilières et leurs banquiers. Mais encore une fois, la fiscalité, elle est absolument pas prise en compte. Et on se retrouve du coup avec des biens immobiliers, certes, mais par contre, on se retrouve avec un impôt qui passe de 6 000 à 7 000 € alors qu'à la base, on payait 2 000 à 3 000 € d'impôt. C'est des choses qu'on ne prend pas en compte et on ne prend pas en compte, comme je le disais avant, la vision vraiment long terme. OK, je veux investir, mais quels sont mes projets demain? Quels sont mes projets dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce que j'ai déjà ma résidence principale? Est-ce que je l'ai pas? Est-ce que, ouais, est-ce que j'ai déjà ma résidence principale? Est-ce que je l'ai pas? Je vais m'arrêter là. C'est trop long sinon. Quelque part, juste pour rebondir, tu disais que du coup, tu accompagnes pas mal de jeunes, mais aujourd'hui, quand ils viennent te voir, ils ont pas forcément, ce recul-là de se dire: «OK, je vais peut-être, regarder tout de suite la fiscalité, je vais peut-être», peut-être parce que c'est aussi peut-être trop tôt, hein, on n'est pas tous parents à 25 ans, Tout à contrairement à fait. certains. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce que, on n'a pas été éduqués peut-être à bien le faire ou à réfléchir à ça, ou c'est vraiment juste une question de sensibilité. Je ne sais pas trop comment aussi, comment le tourner parce que, et même quelque part aujourd'hui quand on a envie d'investir ou, Mmh. de placer son argent, surtout ici chez nous en France, on a Mmh. quand même du mal à faire confiance, donc Tout à fait. ce qui m'amène à te poser la question, est-ce qu'on sait bien s'entourer finalement? Pour aller, justement pour être accompagné, pour faire ces investissements, pour être aussi rassuré, parce que des fois Mmh. c'est juste ça, hein, c'est le fait d'être rassuré. Est-ce que tu Totalement. penses qu'aujourd'hui, Bah, comme, tu viens de le dire, l'argent, c'est très tabou en France. On a toujours beaucoup de problèmes à dire combien on gagne, ce qu'on fait avec notre argent, c'est effectivement très tabou et surtout, il y a un gros manque d'éducation financière en France. On est l'un des pays qui épargne le plus, mais qui épargne aussi, le moins bien. On a fortement tendance à laisser notre argent sur les livrets, livrets A, LDDS ou autres. Donc on a vraiment cette volonté, d'investir, d'épargner. Par contre, on le fait vraiment mal et effectivement,
C'est assez tabou, je le vois en tout cas avec les clients que j'ai pu accompagner, notamment à mes débuts. C'est assez tabou d'être accompagné, de parler de finances, de parler, d'argent, de parler de projets. On a plus tendance à faire confiance, à son banquier. Je suis pas du tout là pour dénigrer les banquiers, bien au contraire. On est très complémentaires, sur différents, points. En revanche, le banquier, il a pas un rôle de conseiller. Le banquier, il a un rôle de commercial. Le banquier, il va proposer des Est-ce que tu peux le solutions. répéter, mais plus fort, comme ça on entend vraiment bien? Non, parce que je le dis assez souvent à mes clients, désolé de te couper, mais ça, il faut vraiment bien le dire. Totalement, totalement. Les banquiers ont vraiment un rôle de commercial avant tout. Ils vendent les produits de leur banque et ils ont aussi des objectifs, de vente de produits. Donc peu importe si ça correspond réellement au client ou pas, on le propose. Et puis surtout, les banquiers, hem, ne font pas de suivi. C'est pas un reproche, c'est simplement, ils ne peuvent pas le faire. Ils ont des portefeuilles avec 1 000-1 500 clients, c'est pas possible. Mathématiquement, ça ne fonctionne pas de faire du bon suivi quand on a un portefeuille de clients aussi important. C'est bien pour ça que, je ne veux pas accompagner, trop de personnes parce que c'est super important de faire vraiment un suivi correct. Tu privilégies la Oui, qualité tout à fait, à la quantité. Et ça, exactement. c'est tout à ton honneur, justement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je vais parler plutôt en tant qu'indépendant. Des fois, quand on essaye de scaler, Mmh, on se dit, bon, on va prendre tout le monde. Mais oui, mais derrière, des fois, tu as des clients qui vont te passer un coup de fil, tu ne seras pas en mesure de répondre, tu ne seras pas exactement, en mesure de donner vraiment ce que tes clients méritent. Et c'est plutôt comme ça que c'est et ça. je pèse mes mots, hein, quand je le dis. Vraiment, parce que je pense qu'aujourd'hui, déjà qu'on a chez nous, je pense, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à faire confiance Oui, quand il s'agit de leurs finances. Comme tu disais, l'argent est tabou. Et d'ailleurs, j'ai une question qui viendra beaucoup plus tard par rapport à ça. Quand ils franchissent le pas et qu'ils te font confiance pour justement leur placement, qu'il s'agisse de 15 000 € ou 1 million, mmh, il faut qu'on ait le même sérieux, je tout à pense. fait, tout Que à que fait. ce soit, je pense, dans ton métier ou dans le mien, je pense il faut qu'on ait le même sérieux et qu'on y prête attention de la même façon. Mmh. Donc, c'est très important de le dire et puis de le rappeler. Là, par contre, je vais te lire cette question parce que c'est vraiment une question que j'aimerais te poser de cette manière-là. OK. D'accord? C'est que lors de notre dernier, notre premier épisode plutôt, du coup, on avait un peu discuté sur le fait, de savoir est-ce qu'aujourd'hui entreprendre c'est une mode? Oui, non. Mais là, la question que je vais te poser n'est pas celle-là, c'est plutôt: est-ce que l'entrepreneuriat est un levier patrimonial ou un risque mal compris? OK. À mon sens, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un levier patrimonial qu'on va, pouvoir venir actionner. Après, je préfère le dire tout de suite, ce n'est absolument pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes, qui n'auront, jamais la volonté, l'envie, heu, le courage ou, tout simplement le besoin d'entreprendre. C'est pas fait pour tout le monde, faut quand même pas oublier que quand on est, entrepreneur, toutes les responsabilités pèsent entre guillemets sur nos épaules. Hem, on est un petit peu tout seul. Il y a beaucoup de choses à gérer, heu et je pense qu'il faut avoir une discipline, hyper carrée quand on est entrepreneur. Heu, avoir un bon mindset, et un bon état d'esprit. Mais effectivement, c'est un levier extrêmement puissant, puisque quand on est, entrepreneur, bah, en fait, on va pouvoir se générer, ce qu'on appelle des revenus passifs. Bien sûr, pas au début, mais effectivement, au fur et à mesure, il y a un espèce de rouage qui se met en place et puis, tous les efforts qu'on a faits, quelques années ou quelques mois auparavant, ils vont vraiment porter ses fruits et puis on n'aura pas besoin de mettre la même énergie sur le long terme. Chose que dans le salariat, malheureusement, on n'a pas. C'est toujours la même énergie qu'on met, si on veut gagner, notre salaire à la fin du mois. Donc effectivement, c'est un levier, qui est, hyper puissant, mais qui n'est pas fait pour tout le monde. Il n'est pas fait pour tout le monde, parce que peut-être que tout le monde n'a pas forcément le courage de continuer quand ça devient difficile, ou c'est juste, là encore une fois, une question comment est-ce que je dirais ça? D'éducation financière qui fait que, quelque part on ne prend même pas le risque de se dire: «Je vais quand même essayer». Bah, il y a un peu des 2 en réalité. J'ai vu beaucoup de personnes dans mon entourage, entreprendre et puis, bah, finalement ça fonctionnait pas comme ils voulaient, pas aussi vite, donc ils ont arrêté et au final, on se rend compte que généralement, au moment où on arrête, bah, c'est le moment où, on était prêt à «exploser» entre guillemets et à faire de belles choses.
Après, il y a aussi, ce risque, on a des charges, on a des loyers, des crédits à payer, on a besoin de se nourrir. C'est aussi un risque, d'entreprendre puisque, de manière générale, quand on entreprend, c'est pas au bout d'1 an ou 2 ans, où on a une très grosse fortune et on peut se dégager un très bon salaire. Donc effectivement, il y a aussi ce risque, à prendre en compte. C'est pour ça que je disais que c'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'ai eu envie de prendre ce risque, tu as eu envie de prendre ce risque. Tout le monde, n'a pas envie. Je prends l'exemple de mon conjoint, c'est important pour lui d'être salarié, d'avoir des très «petites responsabilités» entre guillemets et puis d'être sûr d'avoir son salaire à la fin du mois, peu importe s'il est en arrêt maladie, peu importe s'il travaille «correctement» entre guillemets ou pas. Je pense que il faut vraiment le rappeler à tout le monde, c'est que c'est ni bon ni mauvais. Totalement. Et quand je dis ni bon ni mauvais, c'est le fait de vouloir entreprendre ou non, ou de vouloir rester salarié ou non. Tout à Parce fait. que pour moi, je pense que si tout le monde décide d'entreprendre, qui travaillera pour ces gens? Enfin, Exactement, pour moi, je pense qu'il faut juste trouver son bonheur. exactement, ouais. Je pense que c'est ça aussi que tu Mmh. tu voulais dire, c'est voilà, où tu te sens à l'aise avec une fiche de paye, tous les mois, c'est une chose, mais il y en a moi personnellement, j'aime bien vivre avec, OK, dans 3 mois peut-être que la boîte va couler et ça me donne une extra motivation pour vraiment continuer. J'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est difficile, mais effectivement, moi c'est plus j'aime bien vivre avec cette adrénaline, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc ce qui m'amène même à te poser la question, donc aujourd'hui, est-ce que ou plutôt, qu'est-ce qu'on ne dit pas assez sur le point de vue, financier, que ce soit perso ou entrepreneurial? OK. Heu, qu'est-ce que tu entends, par cette question? Par la réalité financière, j'entends, du côté perso, essayer vraiment de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui, pourrait bloquer les gens déjà de bien gérer, je vais pas même pas parler de leur patrimoine, ne serait-ce que leur salaire, Mmh, premièrement, parce que c'est ce qu'on a tous les mois, de tout à manière fait. récurrente. Et du côté, entrepreneurial, à quoi est-ce qu'on devrait, faire attention justement et ne pas tomber dans ce qu'on voit sur internet, venez à Dubaï, Mmh. shopping, en ligne, je ne sais pas quoi et vous ferez des millions. Donc, si d'un point de vue, financier, si tu as 2-3 points ici à mettre en garde ici nos auditeurs, ou téléspectateurs. J'ai à chaque fois du mal avec ce mot. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue, personnel, déjà, on manque, cruellement, encore une fois, d'éducation, financière. On rentre un peu dans le détail, tu vois? Parce que par éducation financière, tu vois, on peut attendre pas mal de choses. Oui. Peut-être même nous expliquer qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles à tes clients? Pas forcément de manière précise, mais OK, en matelas de sécurité, je conseille tant. Oui. En épargne ou en placement, voilà, placer, environ, 10 ou 5. Pas Mmh. forcément sur des actifs très précis, on va pas Mmh. parler des SCPI, on va parler de bourse, mais juste qu'on puisse avoir une idée de comment à peu près, diviser, si tu veux, chop, 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 ce qu'on devrait, mettre de côté et investir, sans se mettre dans le rouge, hein, faut Ouais, aussi vivre. totalement. OK. Déjà, je pense qu'il y a un point important à souligner. Je le vois en tout cas avec mes clients qui veulent, épargner, investir. Le gros point déjà, c'est qu'aujourd'hui, quand ils veulent investir, ils veulent tout de suite gagner beaucoup d'argent avec, des rendements très élevés et ça ne fonctionne pas comme ça. L'investissement, c'est du long terme, moyen long terme, mais c'est pas du court terme. C'est pas du one shot, si, je peux utiliser, ce mot. Et effectivement, on le disait tout à l'heure, il y a un vrai manque d'éducation, financière. Quand, je suis avec mes clients et que je commence avec le 1er rendez-vous qu'on appelle, le rendez-vous de prise de connaissance, où on fait vraiment un diagnostic complet de la situation. Le premier point déjà à mettre en lumière, c'est le matelas de sécurité. Le matelas de sécurité, c'est juste primordial quand on veut, se constituer une épargne et monter petit à petit dans la pyramide du patrimoine. Le matelas de sécurité, il va dépendre de plein de choses. Forcément, quelqu'un qui gagne 4 000 € par mois et quelqu'un qui gagne, 1 500, ils ont pas le même matelas de sécurité. Généralement, moi, j'aime bien dire 3 à 6 mois de charges fixes en termes de matelas de sécurité. Après effectivement, il y a pas vraiment de chiffres précis, de montants précis à investir tous les mois. Mais généralement, si on peut investir 10 à 20 de nos revenus, effectivement, c'est un très bon point. Et sur l'aspect du coup, entrepreneurial,
Effectivement, quand on, décide d'entreprendre, déjà, je pense que premier point important, il faut avoir un vrai projet. Il faut pas juste entreprendre pour entreprendre. Il faut vraiment avoir un vrai projet derrière, une réelle volonté, d'entreprendre. Moi, je joue beaucoup plus la sécurité. Quand on a, 2 000 – 3 000 € de côté, ouvrir son entreprise et tout injecter dedans, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Parce qu'on le disait tout à l'heure, on gagne pas, tout de suite, de l'argent. Donc c'est bien d'avoir quand même une sécurité. Moi, avant de me lancer et d'ouvrir mon cabinet, j'avais spécialement constitué un petit apport, si je peux, dire ça comme ça, qui est, dédié à mon entreprise, aux événements professionnels, aux frais, que je vais avoir, pour ma structure et cetera. Donc effectivement, je pense que ça, c'est important, de le prendre, en compte et vraiment d'avoir, une vision de ce qu'on veut faire, des réels objectifs. Moi, je fonctionne beaucoup aux objectifs. Je me mets énormément d'objectifs, avec une limite de temps, que du coup j'essaye d'atteindre. Mais je pense qu'il faut avoir, ouais, de réels objectifs et avoir une discipline, assez, carrée. Je pense que quand on entreprend, on reflète son entreprise autant à l'intérieur qu'à l'extérieur et ce, à n'importe quel moment. Quelqu'un qui se lève, le matin, qui a des rendez-vous à 9h, 10h, qui est en pyjama, qui est pas habillé, qui est pas coiffé, ça se voit, ça se ressent. C'est important, de prendre soin de soi. C'est l'image qu'on reflète, à nos clients, tout simplement. Ça répond à la Ça, c'est question. une non, mais c'est ça, ça a été une très, 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 très belle réponse, hein. Ça OK, va falloir vraiment le OK. couper et le garder dans un coin parce que ça, on va le sortir en short. Non, vraiment, c'était une très, très, très belle OK. réponse. Juste, waouh! Non, là, c'était bien parce que c'est quelque chose que je dis souvent Mmh. et que je dis qu'il faut vraiment, là, c'est dans un autre contexte. C'est quand on va voir la banque, voilà, quand on va aller voir, le banquier, voilà, surtout pour: «Messieurs, Mmh. habillez-vous correctement, on n'a pas besoin de Tout à changer fait. qui nous sommes. Non, bien Juste sûr. habillez-vous correctement, vous Mmh. allez demander 300 000 €, mais si vous allez en pyjama, moi je le prête pas. On est d'accord. Même si vous avez, je ne sais pas combien sur votre compte, vous venez, en pyjama, 300 000 €, je sais pas et en plus de ça, si vous avez pas le bon, jargon, j'ai envie de dire, si vous savez pas défendre votre projet, voilà, je le sens pas. Donc ce que tu viens de dire, pour moi, justement, c'est très important et surtout qu'on le dise, hein, parce que les gens, des fois, disent: «Bon, c'est mon entreprise, je fais comme je veux». Oui, c'est ça. Pas trop non plus, parce que justement, les gens, ils vont faire attention. Bah, ils vont faire attention, c'est vous le dirigeant, vous arrivez, OK, bah, qu'est-ce que vous dégagez? C'est ça. Donc voilà, mais on va revenir on va revenir sur le point de l'investissement. Juste, je vais juste revenir sur les jeunes, même si, je sais que tu accompagnes d'autres profils. Aujourd'hui, hem, pour ces jeunes-là, qu'est-ce qui va jouer sur le long terme pour eux? Est-ce que c'est le fait de commencer tôt ou bien ça va être le fait de commencer à investir, des grosses sommes? Non, c'est vraiment le fait de commencer tôt et même avec très peu d'argent. En réalité, avec 50 € par mois, sur du long terme, bien entendu, on peut vraiment faire de très belles choses. C'est pas forcément nécessaire, de tout de suite investir, 10 000 € d'un coup. D'ailleurs, c'est pas du tout la stratégie, que moi je mets en place. Si je prends un exemple très simple, quand j'ai un client qui vient me voir et qui a par exemple 10 000 € de côté, pour reprendre le montant que je viens de citer, bah, en fait, on va pas tout de suite investir ces 10 000 €. Déjà, c'est important de les diversifier puisqu'on met pas ses œufs dans le même panier et puis je préfère que la personne investisse un petit peu tous les mois, qu'une seule fois d'un coup, tout de suite. Parce que je prends l'exemple des marchés financiers, on va pouvoir rentrer à plusieurs, sur plusieurs moments, quand il y a des moments hauts ou des moments bas, on va rentrer vraiment, sur différents moments, donc c'est mieux d'investir un petit peu, tous les mois que plutôt tout d'un coup et surtout commencer tôt. Forcément, quand on est jeune et qu'on a du temps devant nous, bah, avec des très faibles revenus et un très faible montant, on peut vraiment faire de grandes choses et ce que je dis, très souvent, à mes clients, en réalité, bien sûr, si on peut, être accompagné et investir correctement, c'est le mieux. Mais en fait, vaut mieux faire quelque chose tout court que ne rien faire. Vaut mieux mal investir, mais investir, que ne rien faire du tout et laisser son argent dormir. Parce que tu estimes que qu'en faisant, au moins, on apprend Exactement, et on corrige? exactement. OK. Parce que du Tout à coup, fait. donc le fait de commencer tôt, de potentiellement commettre des erreurs, bah, ça nous laisse justement le temps De les rectifier. de les rectifier Mmh.
Tu conseilles plutôt aujourd'hui, et je pense après que tu regardes en fonction des profils, de partir plutôt sur du DCA plutôt que sur du lump sum Tout à fait. et que quelque part, encore une fois, et ça je vous le résume, hein, voilà, que quand on commence tôt, on peut profiter finalement de l'effet, boule de neige, Oui, c'est ça, la mécanique comme le des disait intérêts voilà, comme composés. le dit notre papa Warren Buffett. Tout à fait. Donc voilà, s'il y a quelque chose à retenir, je pense qu'il faut retenir, ces points-là. Donc démarrer tôt, même si on ne connaît pas. Pas Exactement, forcément tout de suite besoin d'être accompagné, mais en tout cas de se former. Et exactement. après ça, bon, quand on arrive sur des quand on est un peu plus à l'aise, oui, on peut peut-être prendre un peu plus de risques, je C'est pense. ça, C'est c'est ça. ça. Super. Bah, écoute, tout à l'heure, tu me parlais du fait que ce soit tabou chez nous de parler d'argent. Et justement, j'avais une question là-dessus. Mais cette question, elle va même plus loin. Parce que je me suis rendu compte de quelque chose, même en discutant ne serait-ce qu'avec mes clients, c'est que c'est tabou. Certes, ok, Mmh, et je comprends qu'on ne veuille pas forcément parler d'argent en dehors de chez nos parents, enfin avec nos parents ou peut-être même un peu moins avec nos amis. mmh, Et ce qui me dérange un peu, enfin, façon de parler, pourquoi est-ce qu'on a du mal à parler d'argent avec son conjoint, sa conjointe? mmh. C'est vrai que c'est un bon point que tu soulignes. De manière générale, on a du mal à parler, d'argent et des fois même encore plus avec son conjoint ou sa conjointe. Il y a des clients que j'accompagne, qui sont mariés ou pacsés. Ils ne veulent pas, tout de suite que leur femme ou que leur mari assiste, au rendez-vous parce qu'ils veulent d'abord, faire, les trucs de leur, côté. Quand, on vit avec quelqu'un, c'est très important effectivement d'avoir des comptes qui soient quand même séparés, d'avoir de l'argent qui soit propre, s'il arrive quoi que ce soit, bien évidemment. Mais le fait d'être à 2, c'est un levier, juste hyper important. On va pouvoir faire des choses, «beaucoup plus grandes» entre guillemets. Un crédit immobilier tout seul ou à 2, bah, on n'est pas sur, le même dimensionnement, on n'est pas sur les mêmes montants. Donc, heu, effectivement, c'est quelque chose j'ai pas la réponse, honnêtement. Hem, c'est quelque chose qui est très tabou, mais parce que en fait, on nous a toujours appris ça. Si on regarde même à l'école, on ne parle pas d'argent, alors que c'est des notions qui devraient être apprises dès le plus jeune âge. À mon sens, il devrait y avoir des ateliers où on apprend à gérer et à créer un budget, où on apprend, comment fonctionne une feuille d'imposition, mais effectivement, c'est très tabou et j'ai pas la réponse sur le pourquoi c'est tabou en France. Je te pose la question parce que moi-même, j'ai pas forcément Ouais. la réponse. Parce que, aujourd'hui, quand je discute avec mes clients, c'est vrai que ça revient assez souvent. Mmh, Voilà, «Oui, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas avec votre conjointe ou mmh. vous faites une SCI, vous investissez ensemble?» «Non, peut-être que ma» des fois, OK, je comprends madame ou monsieur n'a pas forcément envie, ça c'est une chose. Oui, bien Mais des sûr. fois, voilà, s'il y a pas forcément une réponse de leur Mmh, part, ce qui des fois me laisse penser, bah, est-ce qu'ils parlent argent à la maison? mmh. Parce que je pense que si on parle argent à la maison, déjà papa, maman, voilà, peu importe. Je pense que déjà, quelque part, on introduit, cette notion de finance aux enfants et Tout à puis fait. je pense que ça nous met même beaucoup plus en confiance pour gérer l'argent du couple, notre argent. Comme tu disais aujourd'hui, je sais pas après si tu as déjà eu le cas de conseiller des clients, voilà, et il y a un compte commun, il y a un compte pour chacun ou je sais pas et ouais, il y a un compte en plus pour, vacances, enfin je sais pas. Mais je pense que ce sont des points, aujourd'hui, je sais pas ce que tu en penses, qu'il faudrait peut-être y penser un peu plus et puis, je sais pas, quelque part, OK, si on n'a pas forcément envie de montrer son livret A, mais au moins son compte courant, enfin, je veux dire, moi, avec ma conjointe, j'ai pas de problème, je prends mon compte et j'ouvre et je lui montre. Moi non J'ai plus, vra c'est j'ai vraiment exactement pareil de aucun mon souci côté. avec ça parce que j'estime que des fois, il y a des choses parce que moi, j'aime beaucoup aussi lire, comment on appelle ça? Les documents qu'on nous envoie de la banque là, comment on appelle ça? Ah, Le relevé bancaire. oui, les relevés Voilà, bancaires. moi j'aime beaucoup lire ça et je regarde, je décortique, OK, mais ce mois-ci j'ai fait ça, OK, qu'est-ce que je peux améliorer, Ah, j'ai un abonnement, j'avais complètement zappé que j'avais cet abonnement et c'est comme ça, c'est en le faisant et puis je le fais, enfin je dis aussi à ma Mmh, conjointe: «Si tu veux bien me l'envoyer», moi vraiment c'est comme ça qu'on gère et puis je trouve que c'est dommage que les autres ne le fassent pas forcément. je suis d'accord. On est d'accord là-dessus? On est totalement d'accord. Voilà et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens, si on peut se permettre de rentrer jusqu'à là? Parce que d j'ai pas non plus envie que les gens aient l'impression qu'on rentre dans leur intimité. Mais, mais quelque part, j'inviterais quand même les gens à peut-être au moins avec son conjoint, sa conjointe, oui, Ouais.
À être de de transparent à être là-dessus, transparent parce que mmh. je pense que ça peut créer, déjà ça peut ils peuvent devenir beaucoup plus proches, je pense. Parce que là, quand on parle d'argent, on parle de tout ça, on est beaucoup plus liés, je pense. Mmh. Tout à fait. Et puis quelque part, je pense aussi qu'il y a le côté, comme tu as dit, levier. C'est-à-dire que si on peut avoir des projets ensemble, si on a envie de construire quelque chose ensemble, à 2, c'est beaucoup plus simple, hein, parce que encore une fois, si je reviens sur les 2 500 € par mois, c'est si on gagne 2 500 € par mois. Si on regarde au taux actuel, on emprunte quoi? 115 000 €. Mmh. Est-ce qu'on peut réellement s'acheter sa RP à 115 000 € chez nous, ici en C'est Alsace? compliqué. C'est un peu Mmh. compliqué. Donc voilà. Là, je vais rentrer dans ce que j'appelle, plutôt mes sujets de prédilection. Voilà. L'immobilier. Voilà. Et peut-être un peu prêcher, pour ma paroisse. Hem et la première question, et je vais même te la lire, c'est: selon toi, est-ce que l'immobilier reste aujourd'hui un pilier patrimonial fort? Bien sûr, bien sûr. Tu prêches une convaincue. Heu, je suis convaincue par l'investissement, immobilier et puis je pense qu'aujourd'hui, si on a la possibilité, de s'endetter auprès de la banque et de faire des crédits immobiliers, il faut le faire. Moi, la première, si je pouvais faire des crédits sur 100 ans, sur, 50 ans, je le ferais, parce que, c'est un effet qui est, extrêmement puissant. Par contre, je pense que, c'est des fois, un levier qui est un peu, utilisé à tort et à travers. Mmh. Si, je reprends mon exemple de la pyramide du patrimoine que j'évoquais tout à l'heure, on commence vraiment par les bases, ça va être le matelas de sécurité. L'épargne disponible de suite, et qui est sécurisée. Alors certes, ça ne rapporte pas ou très, très peu, mais pour, les aléas de la vie, c'est super important d'avoir ce matelas de sécurité, cette épargne de précaution. Et ensuite, on monte, sur la pyramide du patrimoine avec notamment, tout ce qui va être, moyen terme et notamment les solutions, de placement, financier avec l'enveloppe fiscale comme, l'assurance vie ou le plan épargne retraite. Là, on est sur des placements qui sont, beaucoup plus modulables et beaucoup plus flexibles. J'ai envie de mettre 50 € ou 200 € pendant, 6 ans, je le fais. Si, dans quelques années, j'ai un petit peu moins la possibilité ou au contraire plus la possibilité, bah, on diminue ou on augmente. L'immobilier, je pense que c'est important de rappeler que c'est quelque chose, c'est du long terme déjà, c'est tout en haut de la pyramide du patrimoine et surtout, c'est bloqué et non modulable. Quand on s'engage dans un investissement immobilier, on s'engage généralement sur 20-25 ans. Je prends pas en considération le fait qu'on peut revendre avant, bien évidemment. Mais je pense que ça déjà, c'est important de le comprendre. Alors oui, faire de l'immobilier, c'est extrêmement, cohérent, mais c'est des choses qui sont complémentaires avec, d'autres solutions comme les placements financiers. L'effet de levier du crédit, c'est l'un des meilleurs, effets, qu'on va pouvoir actionner. On a 4 leviers d'enrichissement, en fait, qu'on peut utiliser. On a, le stock, donc ça, c'est ce qu'on détient déjà au-dessus du matelas de sécurité qu'on peut dynamiser. On a le flux, ça, c'est tout simplement la capacité d'épargne qu'on a tous les mois. Nos revenus moins nos charges, il nous reste un budget tous les mois, bah, on peut décider de l'investir dans, X ou Y solution. On a la fiscalité. Quand on paye des impôts, il y a des solutions pour en déduire et forcément le quatrième levier, c'est celui du crédit. Donc oui, l'actionner, mais attention à être cohérent, hem et à sécuriser les bases et surtout à le dimensionner aussi par rapport à un projet de résidence principale. Je le vois des fois, j'ai des clients qui viennent me voir, qui, sont très jeunes, qui veulent faire de l'investissement locatif, mais qui dans 2-3 ans veulent aussi acheter leur résidence principale. Donc, dans certains cas, on peut faire les 2 en même temps. On peut commencer par le locatif et après de la résidence principale. Mais dans d'autres cas, le fait de faire du locatif, ça bloquera l'achat de la résidence principale. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Donc oui, faire de l'immobilier, mais attention à bien dimensionner la stratégie. Justement, encore une fois, c'est ce que je conseille à mes clients, hein, et puis, et là, on parle même de ce que je fais moi comme métier, c'est vraiment de sécuriser finalement leurs investissements parce Mmh. que, effectivement, si le client vient me voir et qu'il me dit: «Marcos, j'ai envie de placer, tant, pour faire du locatif et j'ai pas ma RP, mais que je compte quand même acheter ma RP dans 2 ans», en général, on arrive à monter un petit quelque chose. Mais, c'est pour dire que justement, s'il ne nous le dit pas, Mmh. il peut être réellement bloqué. Tout à fait. Donc c'est pour ça que qu'on aille te voir toi, qu'on vienne me voir moi ou quelqu'un d'autre,
c'est vraiment d'être transparent sur ses objectifs court, moyen, long terme, Tout à pour fait. pouvoir justement être accompagné de la meilleure façon. Mais là, je vais te poser même une autre question parce que j'ai quand même envie qu'on aille un peu plus loin. C'est est-ce qu'il y a un moment propice pour investir en IMO? Ou à partir de quand est-ce qu'il devient pertinent de le faire? À mon sens, il y a pas de moment propice pour investir dans l'immobilier. Quand on peut le faire et quand on peut actionner ce levier-là, il faut l'actionner. Même avec 50 € ou 100 € de participation net, hein. Je parle pas Mmh. de crédit immobilier, on peut l'activer. Pour moi, il y a pas de moment opportun pour faire de l'immobilier. Par contre, il faut avoir encore une fois sécurisé les bases. Bien sûr. Et aujourd'hui, tes clients, ils viennent te voir pour de l'immobilier physique ou on parle aussi des CPI? Alors, je suis, très convaincue par, la pierre, papier. Donc effectivement, ça dépend en fait du profil que je vais avoir devant moi. On a des gens qui veulent vraiment investir dans l'immobilier, dans la pierre parce que, c'est tangible, parce qu'ils peuvent le toucher. Ou alors c'est des gens qui ont envie de faire des travaux eux-mêmes, qui ont envie de rénover, qui ont envie de s'occuper du bien eux-mêmes. Et dans ce cas-là, effectivement, on oriente, sur de l'investissement immobilier en direct. Hem, Après effectivement, quand on n'a pas envie, de s'embêter, quand on s'en fiche, de savoir, d'aller voir entre guillemets «notre bien immobilier», effectivement la SCPI, ça peut prendre tout son sens. Après encore une fois, c'est pas la même stratégie. Parce que de la SCPI, on peut le faire à crédit, mais on peut aussi le faire sans, crédit, avec, un certain montant, disponible. Donc c'est pas la même stratégie, mais ça va vraiment dépendre du client, et de ses envies, surtout. Et si jamais on a envie de faire les 2, comment est-ce que tu aides du coup tes clients à arbitrer entre les 2, on va dire l'immobilier papier et l'immobilier physique? Est-ce que ça se fait déjà d'arbitrer un peu Oui, les 2? tout à fait, ça se fait. On peut très bien investir dans l'immobilier, de manière classique et faire de la SCPI à côté. Par contre, effectivement, si on fait déjà un crédit sur de l'immobilier classique et qu'on n'a plus, de capacité de crédit ou qu'on dépasse largement le taux d'endettement, bah, là, on va peut-être investir dans de la SCPI, tous les mois notamment, pour avoir, 2 solutions, qui se complètent pour encore une fois pas mettre ses œufs, dans le même panier, tout simplement. Mais ça se dimensionne vraiment en fonction du profil et des besoins, des clients. Je sais qu'il y a plusieurs types plusieurs placements type SCPI, mais aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, combien est-ce qu'on pourrait espérer, on va dire en moyenne et très grosse maille, si aujourd'hui on décide d'investir en SCPI? En termes de rentabilité, Oui, avec les partenaires avec qui je travaille, après attention, le rendement, que je vais mettre en lumière, ça présage pas des bien sûr, futurs, rendements, hem, des années à venir, mais on est à peu près à 5,5 à l'année. de rentabilité à l'année. Ouais, net de fiscalité. Très bien de le préciser. Oui, c'est important. En tout cas, c'est une très belle façon de conclure sur ce sujet-là. Heu, Malheureusement, heureusement, je sais pas, on arrive sur la fin et là, on essaye de créer, ce qu'on appelle un rituel de fin, OK. d'accord? Donc, comment ça se passe? Je vais te lire, 3 affirmations, donc, 3 phrases et l'idée va être quelque part que tu me dises si tu es d'accord, oui ou non, ce que tu en penses et puis de manière très rapide, juste de donner, une justification très rapide. OK, Est-ce que tu es prête? ça marche. Bah, On y écoute, on va. y va. Je vais te lire la toute première. Tout le monde peut entreprendre. Non. Je ne pense pas que tout le monde, peut entreprendre. On le disait tout à l'heure, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut, qu'il y ait une réelle envie d'entreprendre et pas juste parce que c'est un effet de mode comme tu le disais avant. Et je reviens à ce que je disais avant, mais il y a une vraie discipline quand on entreprend. Il y a un vrai état d'esprit à aller, travailler. Heu, J'axe notamment ça sur le développement personnel. Je pense que, c'est une notion très importante quand on entreprend de se développer, personnellement. Bon, même si on n'entreprend pas, bien sûr, mais non, c'est pas fait pour tout le monde à mon sens. Je sais pas si tu partages mon avis ou pas, mais Là-dessus, je ne trancherai pas tant de la même façon. Je dirais que il faut que les personnes essayent. Parce que je suis partisan du, fail fast mmh, ou alors de faire des erreurs assez rapidement. Donc, aujourd'hui, si j'ai envie de devenir coiffeur, je vais le tester.
Mmh. même si je sais que je suis pas habile de mes mains, mais je vais le tester. OK, ça marche pas pour moi, je vais tester autre chose jusqu'à ce que je trouve ce que je veux. Et pour moi, c'est pas Totalement. forcément entreprendre parce que ça peut aussi se, peut aussi se baser sur d'autres choses, hein. Aujourd'hui, peut-être que j'ai envie de faire plombier, mais je me rends compte que non, Mmh. finalement, je vais faire électricien. Pour moi, c'est juste une question de tester et puis de trouver sa voie. Ça, je C'est partage, totalement, voilà. Après ton avis là-dessus. je sais pas si c'est un oui ou un non, mais c'est plus oui, juste tester, faites, ce qui vous plaît et puis trouvez ce qui vous plaît, tout Mmh. Ah simplement. oui, ça c'est C'est, c'est c'est important. c'est Si on a surtout ça. envie de faire quelque chose, d'essayer, il faut pas se on est notre seule limite, hein, de toute Parce façon. qu'il y a quelque part, tu sais, à la place de dire oui ou non, je pense qu'il y a une sélection naturelle. Le fait que ce ne soit pas pour tout le monde, quelque part, Mmh. la sélection naturelle nous le Mmh. dira et nous le dit. Tout à fait. Hein, parce qu'il y en a qui vont, parce que ce qu'on ne dit pas assez des fois, c'est que le nombre d'entreprises qui, mettent la clé à la porte, c'est pas parce que ça n'a pas marché, c'est parce que leurs Bien sûr. dirigeants Mmh. ont laissé tomber. C'est ça la vérité. Tout à fait. Donc c'est sélection naturelle. Cet effet de mode vient peut-être du fait que les gens, ont un peu peur, tu sais, notre génération nous dit: «On entend, on n'aura pas forcément une retraite méritée ou à sa Ça, juste c'est valeur». Et du coup, totalement vrai. quelque part, tout le monde se dit que la seule solution, c'est d'entreprendre. Mmh. Alors que justement, non, c'est pas la seule Non, c'est solution. pas la seule. Tu Mmh. peux travailler, avoir un travail comme tout le monde, mettre de côté et investir justement, comme tu disais, avoir des placements. Que ce soit crypto, que ce soit Mmh. bourse, enfin, en ce que Peu tu crois et importe. en ce que tu as Bien sûr. confiance et Mmh. vraiment, moi, je pense qu'avant d'investir, il faut croire en quelque chose. Mmh. Si tu crois que le bitcoin va atteindre 1 million en 2020, en 2030, bah fais-le. Mmh. Enfin, c'est toi, ta conviction. Moi, où j'ai un peu du mal avec, tu sais, la phrase, «mettre les œufs dans Dans le le même même panier. panier», c'est que moi, je pense qu'au début, faut mettre ses œufs dans le même panier et par la suite, spread. Diversifié. Et je Mmh. m'explique. Au début, je ne pouvais pas me permettre d'investir en crypto, bourse, immobilier et lancer mon activité. Alors, mettre ses œufs dans le même panier, ça veut pas forcément dire ça. OK, C'est pas forcément aller dans 40 000 solutions, faire de l'immobilier à côté, faire du placement financier. Mais c'est aussi dans le sens où, tu sais, il y a des fois des personnes, elles ont des PEA, par exemple, ouais, avec une, 2, 3, 4 actions. ouais, Là, concrètement, les œufs, ils sont mis dans le même panier. Parce que même si c'est en réalité 4 actions qui sont différentes, bah, j'en investis que dans 4 en direct. OK, Là où je disais, diversifier et pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est par exemple aller investir dans des fonds d'investissement OK, où on a par exemple, 10 000, 100, 20 actions différentes à l'intérieur du fonds d'investissement qui sont eux-mêmes diversifiés géographiquement sur, la taille d'entreprise, petite, moyenne ou grande et diversifiés en termes de thématiques, ouais, sur de la gestion de l'eau, de la technologie. C'est plus dans ce sens-là que OK. j'entends la diversification et après bien sûr avec d'autres solutions complémentaires. Mais c'est surtout dans le fait de pas investir sur un seul truc, en fait. Sur le même actif, donc et Ouais, puis le spread, donc géographiquement, secteur. OK, alors exactement. oui, alors c'est compris, Ouais, oui. Parce que c'est vrai que moi, quand je l'entends comme ça, je me dis: «Bon, ça dépend vraiment», mais du coup, là, bah, avec ton bien sûr, explication, effectivement, parce que je me dis, si au début, il fallait que je me lance et que j'investisse donc à tout ce qui est, c'est pas dans tout ce qui possible est pour tout le monde, tu vois? mais bien Je pense que évidemment. voilà, au début, tu mets, d'ailleurs ton œuf dans un seul panier parce qu'il y en a pas beaucoup. Ensuite, justement, tu auras fait des petits Tout à fait. et puis tu spread un peu, non, effectivement. Mais c'était plus, ouais, comme ça, pas Yes, investir dans un seul truc, en fait. ouais, yes. Bah, écoute, pour la deuxième phrase, investir sans accompagnement est un risque majeur. Je pense que oui. Très honnêtement, je pense que, c'est un risque. Alors le risque, on va peut-être pas le voir tout de suite. Ça, je suis d'accord. Mais effectivement, je pense que sur le long terme, de pas être accompagné, c'est un risque. Parce qu'il y a des choses qu'on va pas maîtriser, que ce soit la fiscalité, comme on en parlait avant, Mmh, heu, ou rien que, le rendement, en fait. On va prendre soit des risques beaucoup trop importants, parce qu'on veut aller chercher un rendement qui est extrêmement important, soit au contraire, on va prendre des risques, super faibles parce qu'on veut aller chercher un truc, pas trop, avec pas trop de rentabilité. Donc oui, je pense qu'être accompagné, c'est extrêmement important. super. Bah, écoute, là, je vais te poser une toute dernière question, et elle est spécifique pour les jeunes, d'accord? OK. Faut se mettre dans la tête donc voilà, le jeune vient de sortir de l'école, il a son premier job. Mmh.
Ma question est, quel est le premier réflexe sain à avoir avec son argent? Le premier réflexe sain, c'est déjà d'avoir un budget, de se mettre un budget en place. Pour moi, c'est vraiment la base. C'est quelque chose que j'ai appliqué, à titre personnel bien avant de faire cette activité et de monter mon cabinet. Savoir combien il y a d'argent qui rentre précisément chaque mois et combien d'argent qui sort. Je pense que juste ça, c'est la base. C'est top. Bah, écoute Lisa, aujourd'hui, si on a envie de profiter de tes services, vraiment d'être accompagné par la meilleure dans son dans son secteur, dans son domaine, par quel biais peut-on te contacter aujourd'hui si on a envie de se faire accompagner? Ça, c'est une bonne question. À part mon numéro de téléphone, je fais pas de pub. Je suis sur aucun réseau. Donc qu'est-ce que je peux répondre à cette question? Elle est sur son site internet. J'ai rien du tout. C'est que du bouche à oreille et de la reco. Ouais. Donc là, c'est une très bonne question que tu poses, Mmh. mais du coup, j'ai pas la à part mon numéro de téléphone, j'ai pas la Jonas, il réponse. aurait peut-être la solution, hein. Ouais, mais je ne veux pas en faire. C'est un choix. Tu fais de la De prospection? rien du tout. Punaise. Que du bouche à oreille et de la reco. Et tu fonctionnes comme ça? Je fonctionne que comme ça. OK. Ouais. C'est il y a une relation de confiance qui se crée aussi en fonctionnant comme ça. OK. Non, mais alors c'est très Mais bien, pas donc de site, rien. Donc peut-être on enlève ça. non, même pas. Moi, je trouve que c'est même intéressant Mais parce c'est que, important pour moi ça. quelque part, c'est très restreint et ça montre encore une fois ça prouve même ce que tu disais au début. Tu privilégies la qualité Exactement. à la quantité et puis, et quand ça vient d'un client qui est content, bah, déjà il a, on va dire, un début de confiance et C'est voilà. ça. Donc, pour moi, c'est très clair, hein. Si vous voulez profiter des services de Camélis Conseil, donc, de Lisa, ayez la chance D'être d'être recommandé. recommandé. Voilà, mais vraiment, et pour moi et je trouve ça exceptionnel, donc, c'est top. Bah, écoute Lisa, c'est une très belle façon de conclure. Merci beaucoup. Merci à Merci. toi Merci encore, voilà, pour ce beau moment d'échange. voilà, c'était super, donc, on se dit, peut-être à très bientôt. On aura peut-être une deuxième partie à faire. Avec plaisir. Voilà. Voilà, on arrive à la fin. Merci à vous tous d'être restés, jusqu'ici. J'espère que ça a été intéressant pour vous, et parce que pour moi, ça l'a été, vraiment. Donc, je vous invite à laisser votre like, à nous laisser, sur les commentaires ce que vous avez pensé. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez, aller plus loin dans vos investissements. On a un petit guide, en description, donc, pour vous apprendre surtout à comment investir en IMO et quelles étapes suivre. Et puis, on se dit à très bientôt.